Dans l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, on peut lire « Chacun a le droit de dire et d'écrire ce qu'il pense et de recevoir ou de communiquer des informations. Ce droit englobe la liberté de la presse. » Et c'est de cette liberté dont on va parler aujourd'hui sur Euradio. À l'heure où certains en Europe voudraient la restreindre, notre invité est le directeur général de Reporters sans frontières, ONG française qui défend cette liberté de la presse et des journalistes partout dans le monde et qui a d'ailleurs fêté l'an dernier ses 40 ans. Bonjour Thibaut Brutin. Bonjour. Alors tous les ans, au mois de mai, c'est l'habitude, Reporters sans frontières publie son classement mondial de la liberté de la presse. Alors il y a une constante, les pays européens trustent les premières places, mais sous cette apparence positive, pourquoi est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter de l'évolution que prend la liberté de la presse en Europe ? Parce que pendant longtemps, on a pu croire, et c'était d'ailleurs au fondement de notre organisation, que l'Union européenne, ou plus généralement le continent européen, c'était un espace qui était un espace où les journalistes étaient protégés, où le journalisme avait toute sa place dans la vie démocratique. Ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, je crois que si on veut avoir un débat public qui conserve une place pour le journalisme, si on veut avoir des journalistes qui travaillent sans être inquiétés, eh bien, il faut se mobiliser. Et c'est pour ça qu'une partie de notre activité aujourd'hui est aussi centrée sur ce qui se produit au sein de l'Union européenne. Et justement, quels sont les pays européens où aujourd'hui les entraves à la liberté de la presse sont les plus importantes et surtout les plus inquiétantes ? Si on prend l'Union européenne en tant qu'espace politique, il est assez notable que les derniers entrants dans l'Union ont adopté des législations, ont montré des signaux qui étaient extrêmement positifs au moment de leur adhésion. Puis après, on a vu un dévissage, et je pense tout particulièrement à la Hongrie ou à la Slovaquie, et c'est pour ça que Reporters sans frontières a ouvert cet automne un bureau à Prague pour s'occuper précisément de l'Europe centrale, et puis aussi des pays qui souhaiteraient accéder à l'Union européenne, les pays candidats qui sont depuis longtemps à la porte de l'Union européenne et qui sont dans un moment un peu d'hésitation, où on voit des décideurs publics qui n'arrivent pas à procéder aux réformes qui seraient nécessaires à l'émergence d'un journalisme de qualité. On voit des médias indépendants qui souffrent. Et donc, voilà, cette insistance que nous avons, elle est à l'égard de l'Europe centrale, principalement, mais aussi des pays qui sont candidats. On trouve des pays qui, récemment, ont fait passer des législations qui restreignent de manière très nette la liberté de la presse ? Oh oui, bien sûr. Nous sommes inquiets des développements qui sont ceux, par exemple, de la Slovaquie. On a vu également en Serbie la place quasi officielle que prend la propagande russe dans les médias privés et parfois des médias publics. Donc oui, on est très inquiets, nous, de l'évolution du cadre. Et il y a quelque chose qui n'est pas une fatalité aussi, puisque vous avez des pays comme la Tchéquie. Alors c'était certes avant les élections générales, mais qui ont adopté, par exemple, une augmentation de la redevance. Donc pour les projets de loi, je dirais, liberticides, ou en tout cas qui portent atteinte à l'intégrité du journalisme, et tout particulièrement du service public, on pourrait parler aussi de la Lituanie, il y a aussi des acteurs qui vont dans le bon sens. Donc une fois de plus, RSF, c'est pas une organisation qui commente, c'est une organisation qui agit. Et donc je crois qu'on est à la fois comptable des réussites, mais aussi parfois des échecs, et on n'arrive pas toujours à l'emporter face au rouleau compresseur de certaines forces politiques. Et vous agissez aussi pour venir en aide aux journalistes qui sont sur les terrains de conflit. On pense évidemment à l'Ukraine. Il y a eu des attaques sur le réseau énergétique récemment par l'armée russe. Comment les journalistes sur place peuvent continuer dans ces conditions à assurer un travail qui soit celui qu'ils font depuis plusieurs années maintenant ? Alors le contexte est un contexte qui est assez inédit, je crois, dans l'histoire du journalisme. C'est-à-dire que le gouvernement ukrainien a garanti un accès assez fort aux zones de conflit. Il y a une vie démocratique qui perdure, même si les élections sont suspendues actuellement. Et le journalisme tient toute sa place là-dedans. Les journalistes ukrainiens sont devenus des reporters de guerre du jour au lendemain pour un grand nombre d'entre eux. Même si depuis 2014, il y avait des rédactions qui avaient dédié une grande partie évidemment de leur action à la couverture du conflit au Donbass. Mais le besoin initial, ça a été un besoin de protection. Maintenant, on est dans un moment où nous avons livré
par exemple, des générateurs l'année dernière. On a une grosse campagne de livraison de générateurs attribués aux rédactions. Et puis la guerre se métamorphose. Les pratiques tout à fait coupables des armées de la Fédération de Russie depuis quelques mois, notamment en ce qui concerne le ciblage de journalistes par drone sur des zones qui sont pas vraiment la zone de front. C'est-à-dire que c'est parfois jusqu'à 10, 12, 15, 20 kilomètres que des journalistes peuvent être frappés. Et bien tout ça nous invite à toujours changer nos modes d'action, nos modes opératoires en Ukraine. Il y a un projet qui nous tient à cœur et c'est un sujet qui est, je crois, vraiment fondamental pour l'avenir de l'Ukraine. C'est celui d'un fonds pour la reconstruction des médias ukrainiens, puisque je crois que les médias d'information sont les grands oubliés de toutes les conférences de la reconstruction. Alors RSF s'intéresse aussi forcément à ce qui se passe en France. Qu'est-ce qui menace le plus la liberté de la presse aujourd'hui en France ? Alors, le classement mondial de la liberté de la presse de RSF place la France aux alentours de la 20e position, 24, 25, ça dépend des années, 21. Et c'est pas une position déshonorante, mais peut mieux faire. Et il est clair que nous faisons face aujourd'hui à une situation qui est le fruit de problématiques qui n'ont pas été réglées. Il y a d'abord une violence qui persiste contre les journalistes, qui peut être le fait à la fois de manifestants, mais aussi des forces de l'ordre parfois. On a vu d'ailleurs des violences d'une gravité tout à fait sidérante en Nouvelle-Calédonie. On l'a un peu oublié parce que c'est des territoires ultramarins, mais c'est quand même quelque chose qui était inédit dans l'histoire de RSF, précisément, de livrer par exemple des gilets pare-balles au sein du territoire national. Avec le concours du ministère de l'Intérieur, on a pu, et avec le concours aussi des syndicats de journalistes, distribuer des gilets pare-balles aux journalistes qui couvraient les mouvements sociaux en Nouvelle-Calédonie. Mais cette question de la violence, elle ne doit pas cacher la difficulté que nous avons aujourd'hui avec des groupes de presse qui sont de plus en plus consolidés, où il y a une tentation de renoncer aux garanties d'indépendance des rédactions. Ça ne doit pas nous empêcher aussi de regarder ce qui se passe, notamment dans le domaine du contrôle des obligations de pluralisme, d'honnêteté, d'indépendance des chaînes de la TNT. Et puis nous avons un cadre qui, disons-le, est un peu vieillissant. La loi de 1986, elle date de 1986. Alors il y a des choses qui sont formidables, parce que c'est une grande loi principielle, justement, cet attachement à l'honnêteté, à l'indépendance, au pluralisme, c'est des principes qui doivent nous guider, mais les seuils de concentration fondés sur des bassins de population, ça renvoie à un autre équilibre technologique. Et donc nous appelons de nos vœux l'adoption d'une loi, qui soit une loi de nature à répondre aux enjeux du journalisme au XXIe siècle, une sorte de pendant de la loi de 1881 ou de la loi de 1986, mais pour le monde digital. Notamment, ce que RSF appelle régulièrement de ses voeux, c'est la limitation de la concentration des médias dans les mains de quelques-uns. On a vu des milliardaires racheter des médias. Vous avez parlé de ces grands groupes. On pense par exemple au groupe CMA-CGM de Rodolphe Saadé qui a racheté BFM TV dernièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que l'Europe d'ailleurs, la France, l'Europe peuvent faire pour limiter cette concentration des médias ? D'abord, regardons de quelle concentration on parle. C'est-à-dire que la concentration des médias en tant que telle n'empêche pas les pays, par exemple, d'être bien classés au classement mondial de la liberté de la presse. En Norvège, vous avez un niveau de concentration des médias très élevé, en Allemagne également aussi. Mais ce sont des groupes de presse. C'est-à-dire qu'il y a une mutualisation des savoirs, des outils au sein d'entreprises dont le métier historique est de faire du journalisme. Ce qui n'est pas exactement le cas en France, où on voit des fortunes qui ont été faites ailleurs venir investir dans la presse parce que c'est un vecteur d'influence, parce que c'est un engagement parfois démocratique aussi, il ne faut pas être anti-actionnaire. Et puis, force est de reconnaître qu'on a besoin de capital dans les médias, même si on peut désormais avoir des radios en ligne ou des télévisions en ligne avec un coût moindre. Il n'empêche, nous avons besoin d'actionnaires. Donc ce qui pose problème, c'est à la fois la concentration avec des intérêts qui sont autres et des ambitions parfois idéologiques, et aussi ce qui peut poser problème, c'est l'ingérence de l'actionnaire dans la rédaction. C'est pour ça que nous sommes favorables à une refonte des seuils qui prennent en compte non seulement évidemment le nombre de titres que possède une personne, etc., mais qu'on regarde l'audience avec des seuils consolidés d'audience, y compris l'empreinte sur les réseaux sociaux, la façon de dicter des sujets dans le débat public que peut représenter, pour le meilleur comme pour le pire, la presse d'information et les médias, mais aussi de regarder le comportement de l'éditeur. Parce qu'on ne peut pas considérer que, évidemment, il s'agit juste d'une division des forces en fonction
du nombre de médias que posséderait tel ou tel. Il faut regarder comment la personne, l'actionnaire, la société qui serait l'actionnaire de référence se comporte. C'est pas la même chose de donner une nouvelle chaîne à un groupe qui fait profession de foi de pluralisme qu'un groupe qui se moque de ses obligations. Donc voilà, nous on réfléchit beaucoup à ces sujets-là, et puis on pense aussi qu'il faut faire émerger des garanties d'indépendance dans les rédactions par la loi, parce que le dialogue social permet parfois, et peut-être même plus souvent qu'on ne le pense, de faire émerger des mécanismes qui empêchent l'actionnaire de faire une ingérence dans la rédaction. Mais je crois que la loi doit encourager ces mécanismes. On parle de liberté de la presse en Europe aujourd'hui sur Euradio. Notre invité, le directeur général de l'ONG française Reporters sans frontières, Thibault Brutin. Alors en janvier, il y a quelques jours même, vous avez participé à la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Et c'est un sujet qui vous préoccupe à RSF, puisque l'an dernier, vous aviez sorti ce rapport sur les pressions partout en Europe sur les médias publics. Son titre, c'était même un test décisif pour la démocratie européenne. Pourquoi c'est un test décisif ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un équilibre économique qui est différent pour la presse, et il y a une tentation chez certains propriétaires de médias, dans certaines rédactions, d'aller vers des formes de journalisme qui sont à la fois moins exigeantes en termes déontologiques et puis moins coûteuses en termes strictement financiers. Et il faut reconnaître que l'audiovisuel public partout en Europe est très souvent à la fois un espace qui est reconnu par les citoyens comme étant digne de confiance. Il y a aussi une gestion de la contrainte budgétaire qui est néanmoins au service d'une forme d'efficacité. Enfin, c'est aberrant économiquement de faire 700 heures d'information comme le fait par exemple France Télévisions chaque semaine. Aucun groupe privé n'aurait l'intelligence de faire ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que nous devons chérir ces chaînes de radio, de télévision qui représentent aujourd'hui un refuge pour le pluralisme, un refuge aussi pour l'investigation. Mais nous voyons des stratégies politiques à l'œuvre partout à travers l'Europe. Ça dépasse d'ailleurs l'Union européenne, puisque vous avez le Liechtenstein qui a supprimé son audiovisuel public. Vous avez un référendum qui arrive le 8 mars prochain dans la Confédération helvétique sur le montant de la redevance audiovisuelle. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des annonces de licenciements massifs au sein de la SSR, la société qui sert de holding à l'audiovisuel public suisse. Donc le mouvement, il est un mouvement qui est très difficile à contrer parce qu'il prend les atours d'une forme de rationalité budgétaire. Il vient dénoncer de façon très agressive des biais supposés des journalistes. Il vient aussi tenter en fait de procéder à une forme d'ingérence dans la gouvernance de ces médias. Donc ce sont des stratégies politiques. Ça ne veut pas dire que les médias de l'audiovisuel public dans tous les pays d'Europe sont purs et parfaits. Même en France, on a beaucoup à redire. Et c'est normal, je dirais, après tout, puisque ces médias appartiennent à la communauté citoyenne. Mais de grâce, ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. La critique, ça ne doit pas être un vecteur, demain, d'agitation politique pour essayer de fragiliser ces médias. Alors, au niveau européen, il y a un grand texte qui est entré en vigueur en août 2025. C'est le règlement européen sur la liberté des médias, qu'on appelle aussi IMFA. Qu'est-ce que change ce texte pour la protection des journalistes en Europe ? D'abord, il change quelque chose pour les citoyens, puisque dans son article 3, il crée le droit à l'information. Et en ouverture de cette émission, vous mentionniez des textes internationaux de référence sur la liberté d'expression, sur la liberté de la presse, qui mélangent un peu les deux. Et pour nous, la liberté de la presse, c'est évidemment plus que la sécurité des journalistes, c'est aussi des médias qui bénéficient d'un cadre économique favorable, de la confiance des citoyens et exercent avec une parole politique et un cadre légal qui leur sont favorables. Nous sommes, je l'ai dit à plusieurs reprises, à un point de bascule. Et donc, si on veut réintéresser les citoyens à ce grand combat pour la presse, il faut que nous montrions que c'est d'eux dont il s'agit. Et au fond, la liberté de la presse, c'est leur droit à l'information. Et nous sommes très heureux que le règlement couronne ce principe, en fasse une inscription dans le droit positif. En 2018, nous avions travaillé avec de nombreux prix Nobel, notamment, mais aussi des journalistes de renom du monde entier, pour une déclaration sur l'information et la démocratie qui posait vraiment ce principe du droit à l'information. Et très concrètement, quelles sont les avancées de ce texte par rapport au droit existant ? Alors ce texte permet notamment de sanctuariser ou de donner en tout cas des directions assez claires sur ce qui est attendu en termes de protection de l'audiovisuel public.
sur le financement, sur le fait qu'il doit être stable, qu'il doit être prévisible, qu'il doit être suffisant, sur les garanties qui doivent être celles de la gouvernance, etc., etc. Il y a aussi des éléments qui sont relatifs à la relation avec les plateformes numériques, avec le besoin d'identifier des sources d'informations dans le monde digital. Il y a aussi des éléments relatifs aux garanties d'indépendance dans les rédactions plus généralement, qu'elles s'agissent de rédactions privées ou publiques. Donc voilà, il y a toute une série de mécanismes qui en fait un texte pertinent, pionnier. C'est la première fois que l'Union européenne s'engage sur ce terrain, et je crois qu'elle le fait bien, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'États membres qui nous paraissent aujourd'hui en pleine sécession, je dirais, sur les enjeux du journalisme. Pour autant, il faut que ce texte rentre dans les droits nationaux, mais vous dites à RSF, c'est un peu trop lent. Pourquoi il y a cette lenteur aujourd'hui ? Alors, il ne faut pas qu'il rentre dans les droits nationaux, parce que c'est un règlement, il est d'application directe. Par contre, il y a une petite musique que j'entends beaucoup à Bruxelles, et puis dans les gouvernements que je peux avoir l'occasion d'aborder, selon laquelle ce règlement, il serait justement précisément à destination des pays d'Europe centrale, où il y aurait des politiques qui seraient liberticides à l'égard des médias. En fait, tout le monde doit regarder si sa législation est en conformité. Et au moment de l'entrée en vigueur, en août 2025, il est très clair que l'immense majorité des pays de l'Union avaient, pour toute ou partie, à travailler assez significativement sur leur texte de loi. La France ne fait pas exception, et il est clair par exemple que nous n'avons pas de mécanisme pour garantir une lutte contre la concentration des médias comme l'exige le règlement européen. Oui, c'est-à-dire une législation pour compléter ce règlement européen. Ouais, ou en tout cas, les textes en vigueur en France sont inopérants. On l'a vu avec la prise de contrôle de Challenge, cet hebdomadaire économique qui est désormais passé dans le groupe LVMH. Il est quand même assez paradoxal qu'une personnalité comme Monsieur Arnault, qui est une des personnalités les plus riches du monde et la plus riche de France, soit aussi celle qui a la quasi-totalité des titres économiques. Et aucune législation aujourd'hui n'est applicable pour empêcher de se retrouver dans cette bizarrerie. Un autre enjeu européen majeur, c'est aussi la lutte contre la désinformation. Et contre cela, eh bien, en 2021, vous aviez lancé la Journalism Trust Initiative, qu'on appelle aussi JTI ou JTI en français, une certification qui permet d'identifier les médias dignes de confiance. Aujourd'hui, on trouve dans plus de 127 pays 2400 médias qui sont certifiés. À quoi ça les engage, ces médias, quand ils rentrent dans ce dispositif, dans ce label ? D'abord, ils s'engagent vis-à-vis d'eux-mêmes. Et tout le monde doit balayer devant sa porte. Il est assez symptomatique, je crois, que la réponse sur laquelle il y a le plus de consensus dans les médias face à la défiance du public, c'est de faire de l'éducation aux médias. Avec cette idée qu'en fait, c'est les gens qui n'ont pas bien compris. Moi, je trouve ça assez surprenant, et ça peut donner parfois le sentiment d'une forme de négation du problème. En revanche, il faut que tout le monde regarde dans les rédactions ces pratiques et tende vers cette promesse qui est celle du journalisme. Une information professionnelle avec une méthode qui permet de répondre à l'exigence d'intérêt général. Et là-dessus, nous avions constaté qu'il n'y avait pas de normes de type ISO, de normes processuelles sur le journalisme. Alors on l'a fait avec un certain nombre d'acteurs de la profession. C'était un exercice assez exaltant, honnêtement. Et on se retrouve maintenant là dans la phase de la mise en œuvre, où les rédactions peuvent d'abord tester leurs propres pratiques, voir si elles sont à la hauteur, envoyer un signal au public, mais aussi aux annonceurs, en disant regardez, nous, on est transparent sur comment on travaille. Et notre travail ensuite à RSF, c'est d'aller plus loin encore, pour essayer de restaurer un équilibre économique qui soit favorable à la presse, pour essayer de faire en sorte que ce critère de fiabilité rentre dans les algorithmes, par exemple. C'est ce qu'on appelle la due prominence. Il y a quelque chose d'étrange aujourd'hui où c'est la réputation qui prévaut dans les algorithmes. Et en fait, nous devons, en tant que société démocratique, avoir quand même accès à l'information journalistique pour avoir un jugement éclairé. Sinon, tout devient une opinion. Et on a vu qu'Emmanuel Macron avait repris cette idée d'une certification ou d'une labellisation. Ça avait d'ailleurs été critiqué par certains. Est-ce qu'il faut que les gouvernements se saisissent de cette initiative que vous avez lancée ? Moi, je pense qu'il faut qu'ils l'encouragent. L'identité de Reporters sans frontières, je dirais, c'est pas de favoriser la régulation à tout crin. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'abord l'autorégulation. Mais l'autorégulation, dans certains pays,
d'Europe, alors je pense tout particulièrement à la France, mais il y a aussi le Royaume-Uni par exemple, l'autorégulation, elle est extrêmement faible. Et nous devons dépasser les sentiments que peuvent avoir encore des patrons de presse, ils disent mais les gens savent qui nous sommes, à la fin la vérité va l'emporter. C'est un peu comme ceux qui croyaient pendant longtemps, peut-être dans l'enthousiasme de l'effondrement du mur de Berlin, que la démocratie allait triompher. Bon, je crois qu'on est un peu revenu de ces fantasmes-là. Il nous faut un critère de distinction. Ce n'est pas à l'État d'opérer cette distinction. On voit d'ailleurs dans beaucoup de pays dictatoriaux que ce sont les gouvernements là-bas qui font des listes de médias. Ce n'est pas non plus aux plateformes numériques de décider, ce qu'elles font déjà en fait. Elles opèrent un tri, c'est les machines à opérer les tris, les algorithmes. Et donc, il nous paraît important d'avoir un dénominateur commun dans la profession. Et c'est ça qu'est la JTI. Et le journalisme, une profession évidemment à défendre, d'autant plus quand certains et certaines de nos confrères sont emprisonnés. 453 journalistes ou collaborateurs de médias sont détenus dans le monde. Et on pense notamment à notre confrère ici en France, Christophe Glaise, qui est détenu en Algérie, qui a été condamné en décembre à 7 ans de prison en appel. Il y a d'ailleurs une soirée de soutien demain, le 29 janvier, au Bataclan. Voilà, donc un combat évidemment toujours d'actualité, la liberté de la presse et des journalistes. Merci beaucoup Thibaut Brutin, directeur général d'RSF, de nous avoir parlé de ce sujet important aujourd'hui sur Euradio. Merci à vous.